Comment faire une introduction ou une conclusion? Il est plus facile d'entreprendre la rédaction de ces deux parties d'une dissertation une fois le développement complété, parce qu'en gros, il s'agit simplement de reprendre de l'information traitée dans l'analyse et de la placer dans un canevas que vous connaissez sûrement déjà par cœur. L'introduction est toujours constituée de trois parties, toujours présentées dans le même ordre. Le sujet amené, le sujet posé et le sujet divisé. L'introduction est fluide et ces trois parties s'enchaînent sans accroc parce que ces dernières partagent ou se transmettent le sujet comme un relais. Mais quel est-il ce sujet? C'est l'élément essentiel de la question de la dissertation critique. Par exemple, dans la question, peut-on soutenir que dans l'extrait proposé, c'est la générosité qui domine? Le sujet est sans aucun doute la générosité. La première partie de l'introduction, le sujet amené, sert à mettre en place le sujet de la dissertation. C'est la partie la plus substantielle de l'introduction. Plusieurs aspects peuvent être abordés dans le sujet amené. On peut y parler de l'auteur de l'extrait à l'étude, de la période historique où se situe l'action de l'extrait, du courant littéraire auquel l'œuvre est associée. On peut même s'intéresser à des notions théoriques propres au genre littéraire. L'extrait analysé provient-il d'un roman, d'un poème, d'une pièce de théâtre? On pourra aussi chercher à définir le thème de la question. Par exemple, qu'est-ce que la générosité? Qu'entend-on par générosité? Quelles en sont les différentes interprétations possibles? Enfin, il serait également possible de résumer l'action de l'extrait, mais on évitera le plus possible d'avoir recours à cette option. Voilà tout de même beaucoup de matière à traiter. S'il fallait aborder tous ces points, le sujet amené ferait plusieurs pages. On évitera à tout prix d'en faire un article d'encyclopédie en sélectionnant plutôt des aspects qui collent à la question et qui permettront d'arriver au sujet posé sans prendre de détour. C'est pourquoi on évitera d'amorcer le sujet amené par des expressions comme « de tout temps »,« depuis que le monde est monde » ou « à l'époque d'Adam et Ève ». Imaginez devoir faire l'histoire de l'humanité depuis Adam et Ève avant d'en arriver au thème de la générosité dans le survenant de Germaine Guévremont. Vous auriez de l'information pour écrire des centaines de pages. D'ailleurs, qu'en est-il du sujet posé? Il sert à énoncer le sujet de la dissertation. On reprendra donc simplement la question de la dissertation, quasi telle qu'elle. Peut-on soutenir que dans l'extrait proposé, c'est la générosité qui domine? Mais pour bien l'arrimer au sujet amené, on pourra la reformuler de cette façon. Dans cet ordre, il est pertinent de se demander si, dans l'extrait proposé, c'est la générosité qui domine. De cette manière, vous donnez l'impression au lecteur que votre sujet posé découle de votre sujet amené. Enfin, le sujet divisé sert à annoncer les principaux arguments qui seront développés dans la dissertation. On y exposera l'essentiel des trois idées principales. Par exemple, Angelina fait preuve d'altruisme, Bernadette médit de ses voisines, le comportement de celle-ci met la sollicitude d'Angelina en évidence. Évidemment, on évitera d'en faire une simple énumération. Par exemple, nous le constaterons à travers le fait qu'Angelina fait preuve d'altruisme. Nous verrons toutefois que Bernadette médit de ses voisines. Il n'en demeure pas moins que le comportement de celle-ci met la sollicitude d'Angelina en évidence. En bref, le sujet posé et le sujet divisé constituent les parties faciles de l'introduction. Seul le sujet amené fait véritablement appel à votre inspiration et nécessite un peu d'originalité. Concevez l'introduction comme un entonnoir.
Dans ce paragraphe, vous présentez d'abord une vision générale du sujet pour finalement la préciser en annonçant les 3 arguments qui structureront votre développement. Il s'agit donc d'aller du général au particulier. Lorsque vous rédigez votre introduction, pensez à éviter la discontinuité entre le sujet amené et le sujet posé. Il faut que votre sujet amené soit formulé de manière telle que votre sujet posé semble en découler naturellement. N'oubliez pas de donner le titre de l'œuvre analysée et le nom de son auteur avant de poser le sujet. Vous pourriez éventuellement intégrer ces informations dans le sujet posé en reformulant légèrement la question. Enfin, il n'est pas obligatoire d'énoncer explicitement votre point de vue dans l'introduction. Il sera certainement implicite. La conclusion maintenant. Ici aussi beaucoup de reprises d'informations déjà traitées. Elle commence par la réponse, celle-ci est suivie de la synthèse, et le tout se termine par ce qu'on appelle l'ouverture. Comme dans l'introduction, chacune de ces parties est intimement liée au sujet et y fait référence. L'aborder comme un entonnoir est aussi pertinent, mais dans le cas de la conclusion, l'entonnoir est inversé. On partira d'une idée précise, soit le point de vue sur la question, pour amener le lecteur vers une vision plus générale du sujet. On ira donc cette fois du particulier vers le général. On verra donc qu'ici, c'est l'ouverture qui constitue la partie la plus substantielle. La première partie est la réponse, aussi appelée rappel, car elle sert justement à rappeler la position. Elle répond explicitement à la question de la dissertation. C'est dans la réponse que le point de vue est confirmé sans équivoque. On pourrait croire que c'est le reflet du sujet posé, tant elle lui ressemble. En effet, pour la formuler, il suffit de reprendre les termes de la question de la dissertation. Par exemple, en conclusion, l'analyse qui précède nous a permis de constater que dans l'extrait du survenant de Germaine Guévremont, c'est effectivement la générosité qui domine. Indiquez où est rendue votre dissertation par un marqueur de relation, dites ce que vous venez de faire, puis affirmez clairement votre position. La synthèse, quant à elle, résume la démarche d'analyse en reprenant simplement les 3 idées principales. On pourrait très bien la considérer comme le reflet du sujet divisé tant elle lui ressemble. En effet, on y retrouvera les mêmes éléments quasi tels quels. Angelina fait preuve d'altruisme, Bernadette médit de ses voisines, le comportement de celle-ci met la sollicitude d'Angelina en évidence. Évidemment, on prendra soin de relier chacun d'eux. En effet, si le personnage d'Angelina fait preuve d'altruisme, à l'opposé, Bernadette médit de ses voisines. Il reste toutefois qu'au final, le comportement de celle-ci met la sollicitude d'Angelina en évidence. L'ouverture est la partie de la conclusion que vous trouvez généralement la plus difficile à écrire. Ce n'est pourtant pas si compliqué. En gros, elle sert à offrir de nouvelles pistes de réflexion en lien avec le sujet qui vient d'être traité dans la dissertation. Il reste que c'est la partie la plus substantielle de la conclusion. Il ne suffit pas de faire un copier-coller de ce que vous aviez écrit dans l'introduction. Il est néanmoins pertinent de retourner voir ce que vous aviez mentionné dans le sujet amené. Vous pourriez reprendre les thèmes ou les aspects que vous y aviez abordés de manière à boucler la boucle de votre dissertation. Comme pour le sujet amené, l'ouverture doit coller au sujet. Vous devez donner l'impression qu'elle découle naturellement de votre synthèse. De quoi devez-vous parler? L'ouverture est en fait une mise en perspective du sujet avec la période historique, avec d'autres œuvres ou avec le courant littéraire. Il ne s'agit pas nécessairement d'une question.
L'ouverture doit encourager le lecteur à poursuivre le travail de réflexion amorcé dans la dissertation dans une nouvelle direction. Vous devrez donc, comme pour le sujet amené, faire un choix parmi toutes les options qui s'offrent à vous. Voici un exemple d'introduction. D'abord, le sujet amené. À l'époque de la Grande Noirceur, l'Église catholique exerce son emprise sur la population des campagnes. Ses valeurs et ses idéologies sont fortement intégrées par les Canadiens français. On peut d'ailleurs observer ce phénomène chez les personnages de la littérature du terroir, courant qui domine cette période. La charité, l'entraide et l'esprit de communauté sont généralement valorisés. Mais est-ce toujours le cas? Le sujet posé? Dans cet ordre, il nous paraît pertinent de nous demander si, dans l'extrait du Survenant de Germaine Guèvremont, c'est la générosité qui domine. Et le sujet divisé. Nous pourrons observer cette qualité à travers le fait que le personnage d'Angelina fait preuve d'altruisme. Par contre, nous verrons également que Bernadette médit de ses voisines. Cela dit, le comportement de cette dernière met la sollicitude d'Angelina en évidence. Remarquez comment le sujet amené constitue presque la moitié de l'introduction. Maintenant, un exemple de conclusion. D'abord, la réponse. En conclusion, l'analyse qui précède nous a permis de constater que dans l'extrait du Survenant de Germaine Guèvremont, la générosité l'emporte effectivement. Ensuite, la synthèse. De fait, si le personnage d'Angelina fait preuve d'altruisme, à l'opposé, celui de Bernadette médit de ses voisines. Mais il n'en demeure pas moins qu'au final, le comportement de celle-ci met la sollicitude d'Angelina en évidence. Enfin, l'ouverture. Ce roman est considéré par plusieurs comme l'une des dernières, sinon la dernière œuvre de la littérature du terroir, puisque l'action ne valorise pas la vocation agricole et se déroule au village. Sachant cela, il serait intéressant d'analyser plus en profondeur l'attitude de Bernadette Salvaille. Aux yeux de l'auteur, représentait-elle la corruption des mœurs due à la modernité et que craignaient tant les défenseurs de l'idéologie de conservation? Voici un autre exemple d'ouverture pour la même conclusion. Cette œuvre et la thématique abordée ici ne sont pas sans rappeler un autre classique de la littérature québécoise publié à la même époque, Un homme et son péché de Claude-Henri Grignon. Dans ce roman du terroir, les valeurs catholiques sont mises à mal par l'avarice du personnage principal. Un peu comme dans l'extrait que nous venons d'analyser, deux caractères s'opposent, la cruauté de Séraphin et la naïveté de sa femme, Donalda. Remarquez comment l'ouverture constitue presque la moitié de la conclusion. Voilà, maintenant à vous de jouer.